Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui, je reçois Maëva au micro de Sans Tabou. Cette jeune maman s'est battue et continue de se battre pour son fils, porteur de handicap. Le syndrome de Bennbridge-Ropers, j'espère que je le prononce bien, il s'agit d'un syndrome de troubles sévères de l'alimentation retard, staturo-pondérale, microcéphalie par déficit en ASX-L3. Ça ne vous parle pas, je veux bien vous croire. Ne vous inquiétez pas, Maëva nous explique tout dans cet épisode. Elle nous racontera ses débuts avec ses multiples fausses couches, puis l'arrivée de Sohen, son fils. Mais je ne vous en dis pas plus car elle vous l'expliquera bien mieux que moi. Bonjour Maëva. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Merci d'être venue sur le podcast. On est vraiment ravis de te recevoir sur Sans Tabou. Est-ce que tu peux te présenter ? Ben voilà, je m'appelle Maëva, j'ai 25 ans. Je suis mariée, en couple depuis 7 ans. Et donc maman d'un petit garçon, Sohen. Et j'attends donc sa petite sœur pour la fin du mois. Ah, félicitations. Merci. Super, une bonne nouvelle. C'est ça. Je vais commencer par une première question. Avez-vous toujours voulu avoir des enfants ? Enfin, quand je dis vous, c'est donc le couple. Toi et le papa. Alors, le papa, oui. Dès le début, quand on s'est rencontrés, il en voulait 3. Voilà. Ah oui. Oui, lui, il voyait une fratrie nombreuse, alors que moi, pas du tout. Fallait surtout pas me parler d'enfants ou de mariage ou tout ça, voilà. J'en voulais pas du tout. Et puis, l'envie s'est faite sentir. Petit à petit, ou il y a eu un déclenchement ? Il y a eu un déclenchement. Ça a été lors de la première fausse couche qui a réveillé l'instinct maternel. Et là, je me suis dit, en fait, je veux être maman, je veux ce rôle. Ok. Oui, c'est souvent... ça arrive souvent quand on sent qu'on peut perdre quelque chose. Finalement, on sent qu'on en a envie. C'est vrai que ça arrive souvent. Enfin, j'en ai entendu souvent parler. C'est ça, cette volonté de continuer la vie. Cette fausse couche, du coup, ça vous a annoncé quelque chose ? Alors, pas du tout, parce que cette première fausse couche est intervenue à 14 semaines. Donc, on nous a parlé de fausse couche tardive, mais j'étais juste à la fin du premier trimestre. Quand même, ouais. Voilà, on nous a dit que ça arrivait dans les 3 premiers mois, plus ou moins quelques semaines, mais que les fausses couches, c'était courant. Là, c'était une première grossesse en plus, donc on ne s'est pas affolé plus que ça. On nous a dit que ça arrivait et voilà, on n'a pas cherché d'explication ni rien. On nous a dit qu'il n'y avait pas de souci et que c'était juste la nature. Donc, après quelques mois, on a décidé de réessayer. Pareil, dès la première tentative, je suis tombée enceinte. Donc, hyper fertile. Ouais, super, c'est déjà ça. C'est ça. Et puis, l'accouchement prématuré à 23 semaines, suivi donc du décès. Là encore, on n'a pas cherché d'explication. Les médecins nous ont dit qu'à 23 semaines, les chances de survie sont infimes, voire quasi nulles. Voilà, c'est vraiment de l'exceptionnel quand ils s'en sortent. Donc, une nouvelle fois, on nous a dit malheureusement que ça arrivait, que c'était une erreur de parcours, entre guillemets, et qu'il n'y avait pas de souci, qu'on pouvait réessayer. Donc, on a à nouveau réessayé. Et à nouveau, on a connu le même schéma avec un accouchement à 28 semaines, le décès quelques jours après d'un bébé qui allait pourtant très bien. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les pédiatres nous ont dit qu'il y avait sûrement un problème quelque part.
Ouais, donc c'est là qu'ils se sont posé la question au bout du 3e. C'est ça. Ok. Donc c'est là où ils nous ont dit quand même 3 sur 3, ça fait beaucoup. Ouais. Donc là, non, on nous a dit faut entamer des recherches génétiques. Donc là, moi, à ce moment-là, je me suis fait poser un stérilet. J'ai dit stop. Là, ça, en 2 ans, ça faisait beaucoup. Donc, pose du stérilet. Sauf que le stérilet a mal été placé. Et puis là... Ah, ça, je savais pas que c'était possible, pour le coup. C'est que j'ai une béance avérée du col. Et donc, le stérilet a légèrement glissé à cause de la béance. D'accord. Et vu que j'ai pas eu de contrôle échographique quelques semaines après pour voir s'il était toujours bien en place, donc on a découvert une grossesse gémellaire. Une grossesse, comment ? Gémellaire. Ah, je sais pas ce que c'est. Donc des jumeaux. D'accord, ok. Voilà, il y en avait 2. Donc sur le moment, on a tout de suite pensé à faire une IVG. Mm-hmm. Puis les choses faisant, on s'est dit on a perdu 2 enfants, il y en a 2, c'est peut-être un signe. Donc on a décidé de les garder. Les médecins ont pris la décision de retirer le stérilet, vu mes antécédents, sachant que quand on retire le stérilet, ça passe ou ça casse. Ouais, il y a un risque de mortalité du coup. C'est ça. Donc chez moi, ça a entraîné la fausse couche quelques jours plus tard. Ok. Et c'est là qu'on s'est dit avec le papa, bon, on s'est relancé dans une dynamique de projet bébé. Donc c'est le dernier essai. C'est maintenant ou jamais. Donc là, on a réessayé. Et donc, je suis tombée enceinte de Sohen. C'est cool, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, tu as su que tu avais une malformation de l'utérus, mais avant ou après ? Après. Cette annonce de grossesse. Après, d'accord. Je l'ai su bien après. Ouais, non, je l'ai su bien après. Pour ce qui est de la béance, on nous l'a confirmé avec le stérilet. Et ils avaient déjà un gros doute par rapport à la grossesse précédente avec celle d'Eden, où j'avais été cerclée tardivement. Et là, avec en plus le glissement du stérilet, ils nous ont dit, là on est sûr en fait qu'il y a un souci au niveau du col, il y a une béance. Ouais. Et la béance, tu peux expliquer un peu mieux ce que c'est ? Alors en fait, la béance cervicale, c'est le col de l'utérus qui ne joue pas complètement son rôle. C'est-à-dire que normalement, lors de la grossesse, le col est complètement hermétique, complètement fermé, de façon à ce que ce qui est dans l'utérus reste dans l'utérus, donc à savoir bébé, qu'il ne puisse pas glisser dans le vagin, et à contrario, tout ce qui est dans le vagin, donc la flore, et notamment tout ce qui est bactéries ou autre, ne puisse pas en fait remonter vers le bébé avec le risque d'infection. Okay. Et moi, dans mon cas, le col, en fait, s'ouvre prématurément. Il ne reste pas fermé. Ok. Avec, donc, voilà. Ça aide pas. Voilà, c'est ça. Donc, pour remédier à ça, dans la grossesse de Sohen, j'ai été cerclée, du coup, à partir de 14 semaines. Ils ne le font pas avant parce qu'il y a le risque de fausse couche qui est toujours présent les 3 premiers mois. Donc, à partir de 14 semaines, j'ai été cerclée. Et du coup, cerclé, si tu peux aussi expliquer. Donc, il y a différents cerclages. Là, pour cette grossesse-là, c'était un cerclage de McDonald's. Donc, en fait, c'est une intervention qui se fait sous rachianesthésie, généralement. Donc, c'est pas une anesthésie générale. On endort que le bas du corps. Puis, le gynécologue, en fait, vient faire de la couture. C'est exactement ça, avec un fil et une aiguille. Et il resserre le col. Il coud complètement le col de façon à ce que celui-ci reste fermé. Ok. À savoir que ça n'empêche pas les accouchements prématurés, parce que s'il y a des contractions de travail sur le cerclage, on est obligé de décercler. Sinon, il y a un risque que le fil en fait coupe le col. C'est pour ça que malgré le cerclage, j'avais accouché à 28 semaines, et que là pour Sohen, j'ai également accouché prématurément. Ok. Donc là, tu sais que tu es enceinte de Sohen. C'est ça. Ça se passe bien au début, quand même ? Alors, on a des petites frayeurs, parce que vers 2 mois de grossesse, je perds beaucoup de sang. Donc là, dans ma tête, tout de suite, c'est la fausse couche. Finalement, c'est seulement un décollement trophoblastique. Donc, c'est un décollement de ce qui devient par la suite le placenta, donc du trophoblaste.
On nous dit que ça peut tenir comme ça peut entraîner une fausse couche. Donc à nouveau ce stress de perdre ce bébé. Et puis finalement, contre toute attente, ça se résorbe. Voilà, tout se recolle, tout est parfait. Donc on garde espoir. Je me fais cercler, là tout est parfait. Sauf que début août, donc j'ai été cerclée fin juillet. Oui, début mi-août, je suis hospitalisée parce que j'ai des contractions. Donc là, effectivement, on ne pouvait pas faire d'autocolyse pour les arrêter. Donc c'était le stress de savoir si j'allais faire une fausse couche tardive ou pas. Finalement, tout s'est arrêté. Donc parfait. Voilà, j'ai pu rentrer à la maison. Puis j'ai continué ma petite vie comme ça. Donc forcément, voilà, j'avais un arrêt de travail, il y avait beaucoup de choses. Mais j'ai pu rentrer plus ou moins sereinement à la maison. Ok. Et donc, du coup, tu as accouché, parce que du coup, comme on veut plus se concentrer sur ton fils, voilà. Tu as accouché. Comment ça se passe là, après l'accouchement? Alors, j'ai été réhospitalisée à 25 semaines pour des contractions, donc ce qu'ils appellent une MAP, donc menace d'accouchement prématuré. Étant donné que j'étais à 25 semaines, j'ai été transférée en niveau 3. J'ai eu donc là pour le coup du Tractocil, donc pour arrêter le travail. C'est un médicament? C'est ça, c'est une perfusion. C'est une cure en fait de 8 doses, donc qui passe sur plusieurs heures et qui joue en fait directement sur l'utérus et qui permettent de l'aider en fait à se décontracter, à éviter les contractions. Oui. Donc tout s'est bien passé. Je suis restée jusqu'à 32 semaines. Donc l'âge gestationnel auquel j'avais le droit de ressortir à domicile. J'ai eu donc des échographies de contrôle qui montraient un bébé en parfaite santé, pile poil dans les normes. Voilà, tout était au beau fixe. Donc je suis rentrée à la maison. Voilà, les choses faisant, je suis retournée aux urgences. J'étais à 32 et 4. Et j'étais, en fait, j'avais rompu la poche des os. Et j'étais en train d'accoucher. Donc, on a réessayé de me passer du tracto. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on m'a laissé accoucher. Voilà, on m'a décerclé. J'ai accouché donc à 33 semaines. Donc, un petit préma. Là, au niveau de la prématurité, il y a différents stades. Lui était du coup dans de la prématurité modérée. Donc, c'est-à-dire que ce sont des prémas généralement qui n'ont pas énormément de séquelles. Voilà, c'est assez rare. Il a quand même fait de la réa, parce que l'accouchement avait été très difficile. Lorsqu'il est né, il ne respirait plus. Donc on s'attendait à ce terme-là à un bébé qui pleure, à un bébé qu'on accueille sur soi. Là, c'était pas le cas du tout. Donc j'ai tout de suite eu cette peur en fait de me dire il est mort-né. Voilà, il est décédé. Sa sœur et son frère qui étaient nés à des termes beaucoup plus tôt pleurait à la naissance et lui du coup il est né, il était noir, il pleurait pas. La sage-femme l'a pendu par les pieds pour essayer de le faire pleurer et tout de suite en fait il est parti. Donc on a retrouvé un bébé intubé en réanimation. On s'est retrouvé à nouveau dans cette case réa alors qu'on nous disait qu'il irait normalement à ce terme-là en soins intensifs ou en néonat. À partir de ce moment-là, on se pose des questions sur notamment sa survie ou pas. Il avait été traité pour les hémorragies, vu les antécédents. Et voilà, autrement, l'équipe nous disait que c'était un bébé qui allait très bien, malgré le début de vie, qu'il fallait pas s'inquiéter. C'était juste un petit coup de pouce qu'on lui donnait, mais qu'il n'y aurait pas de séquelles. Il avait eu des échographies transfontanelles, donc pour voir au niveau du cerveau. Tout était parfait, il n'y avait pas de signe avant-coureur de quoi que ce soit. Les seules séquelles, entre guillemets, qu'il aurait seraient des séquelles réversibles, c'est-à-dire que ce serait simplement du retard dans les premiers mois de vie, mais qu'à partir de 2-3 ans, en fait, il n'y a plus du tout de différence avec d'autres enfants de son âge. Ils avaient quand même déjà prévu ça. C'est ça. Un petit retard au début, ok. C'est ça, c'était le parcours préma, voilà, qu'on nous qualifiait. Ce qui est logique c'est ça. Quand on y réfléchit. C'est ça. Et qui s'en est plus tôt.
Donc, on commence à nous parler, voilà, d'âge réel, d'âge corrigé, voilà, qu'il faut réfléchir sur les deux plans. Oui, bah oui, parce qu'il faut pas se fier à ce que font les autres, entre guillemets, au même âge, puisqu'ils ont pas vraiment le même âge. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas à ça. Tu as une annonce, du coup, par rapport à ça, suite à ça, ou pas du tout? Quelles furent vos réactions, du coup Alors, sur le moment, rien du tout. On rentre à la maison, il est âgé donc de 36 semaines. Donc, lui, ça lui fait 3 semaines, mais en âge gestationnel, donc il sera à 36. Donc, on rentre à la maison, on a un bébé qui va bien, qui nous regarde quand on lui parle, qui prend bien le sein, qui prend un petit peu de poids, pas énormément, c'est pas un gros gabarit, mais voilà, il s'alimente bien. La seule chose qu'on peut noter chez lui, c'est que c'est un bébé qui ne pleure jamais. Voilà, c'est un bébé qui ne manifeste pas sa faim, qui ne manifeste pas quand il est sale, quand il est fatigué. Quand il dort, faut qu'on le réveille, parce qu'il est capable de dormir toute la journée sans jamais réclamer à manger. Donc, c'est à moi de le réveiller. Alors, à chaque fois, ça me fend le cœur, parce que je me dis, s'il dort, c'est qu'il en a besoin. Et puis, on a tous les avis entre ceux qui nous disent, non, mais laisse-le dormir, quand il aura faim, il le dira. Et puis, les infirmières de PMI qui nous disent, non, mais en fait, faut le réveiller, parce que sinon, il mangera jamais. Donc, on est un peu dans cette configuration-là, où on apprend à être parent aussi, avec pour nous, à ce moment-là, un nourrisson lambda, j'ai envie de dire, voilà. Oui, vous doutiez pas au début Pas du tout. Et c'est vers l'âge de 9-10 mois, quand il voit le pédiatre. Alors, c'est une pédiatre qu'on voit exceptionnellement sur Limoges, parce qu'il est suivi par un pédiatre sur Angoulême, qui pour lui nous disait toujours que le petit manque de tonus qu'il avait était dû à la prématurité, qu'il faut lui laisser le temps d'évoluer. Elle, en fait, quand elle le voit, elle nous dit que pas du tout, en fait, que là, il a un gros retard, qu'il faut mettre de la kiné en place, parce qu'à l'âge qu'il a, même en prenant âge corrigé, âge réel, il devrait être capable de faire certaines choses. C'est-à-dire qu'à bientôt 10 mois, Sohen est un bébé qui ne se retourne pas. C'est un bébé qui, quand on le met sur le ventre, reste sur le ventre. Il n'arrive pas à se redresser avec les bras. Donc, elle nous dit voilà, qu'il y a une grosse hypotonie. Ça, voilà. Hypotonie ? Hypotonie. C'est ça. C'est quoi ? Excuse-moi. Ça veut dire qu'au niveau musculaire, en fait, il n'a pas de force. Ok. Il n'a pas cette tonicité musculaire, qu'on attend chez un bébé qui gigote beaucoup, qui fait ses muscles. Lui, en fait, ça, il l'a pas. Donc, on nous prescrit de la kiné. J'essaie d'appeler plusieurs kinés, mais personne n'a de place pour ça. Parce qu'on nous dit qu'à cet âge-là, de toute façon, à part faire des massages, y a rien à faire. Donc, on nous renvoie un peu boulé. Sympa. C'est vrai qu'à ce moment-là, même de la part de notre entourage, on nous dit, à l'âge qu'il a, faut lui laisser le temps. Il n'a même pas 1 an. On verra bien. Je me dis, je revois son pédiatre habituel dans quelques mois. C'est vrai qu'on verra à ce moment-là ce qu'il en dit. Et puis donc voilà, on laisse couler un peu, on le laisse aller à son rythme, tout simplement, faire ses progrès, voilà, comme chaque enfant évolue. Et puis il fête ses 1 an. Il commence à se redresser, à se tenir droit sur ses bras. Il se retourne toujours pas, mais voilà, il se tient droit. Donc on se dit qu'effectivement, il faut juste lui laisser du temps, puis, qu'il y arrive de lui-même. Voilà, que c'est peut-être pas un précurseur de la marche. Voilà, que on lui dit à ce moment-là que c'est un petit patapouf. Voilà, il aime bien qu'on le porte, il aime bien qu'on s'occupe de lui. Donc on se dit, il est un peu feignant sur les bords. Mais vous vous inquiétez pas du tout à ce moment-là, quoi. Non, pas du tout. Voilà, on cherche même pas du coup la comparaison ou quoi, parce qu'on se dit c'est sa première année, donc voilà, ça reste un bébé, on va voir comment ça évolue. Et ce qu'il se passe, c'est qu'au mois de janvier,
On voit donc en l'espace de 3 jours, 3 pédiatres différents. Le premier, lors d'une hospitalisation en urgence, parce qu'il a manqué en fait de s'étouffer avec des glaires. Donc mon mari l'a désencombré, l'a emmené aux urgences. Et là, le médecin des urgences, en fait, va être frappé justement par cette hypotonie qui revient beaucoup, où elle lui dit qu'en fait, au niveau du bas du corps, il n'y a rien. Qu'il a des réflexes, mais très modérés, et surtout qu'il n'a pas de force du tout dans les jambes, qu'il ne les utilise pas. Et là, elle a des mots très durs avec mon époux. Moi, à ce moment-là, je suis en déplacement professionnel. Elle lui dit que pour elle, en fait, Soen est handicapé et qu'il n'aura jamais de vie. Ah oui, carrément, c'est les mots, ouais. Voilà, elle lui sort ça comme ça, que là, dans l'état actuel des choses, il ne se fera jamais de copains, il sera jamais capable de courir, il sera... Ah, donc le handicap empêche d'avoir des copains, par exemple. Enfin, c'est ça. Non, mais c'est très logique. Très, très dur. Enfin, mon mari m'appelle... Moi, je suis au téléphone à l'autre bout de la ligne. Je pense que j'aurais été en face. Voilà. Je pense que je lui aurais dit ce que je pensais. Du coup, moi, je suis à 500 km de là. Je suis pas bien du tout. J'hésite même à prendre un taxi pour m'emmener à l'aéroport pour rentrer le plus vite possible. Parce que je me dis que ça va pas. Et je rentre le lendemain. Donc là, je rentre. Je retrouve mon bébé comme je l'ai laissé. Donc, je suis pas choquée, en fait. Je me dis, oui, effectivement, il marche pas, mais il a que 14 mois. Voilà, ça reste un bébé de 14 mois. Il y en a beaucoup qui marchent que vers 18, 20 mois et on les traite pas d'handicapés pour autant. Donc là, en fait, nous, à ce moment-là, on se dit qu'on est tombé sur une con. Ouais, sur... Voilà, et c'est sur un médecin qui n'était pas professionnel du tout et qui a voulu nous inquiéter pour rien. Nos familles pensent la même chose. On relativise et puis on se dit que le lendemain, de toute façon, on voit le spécialiste à Limoges de la prématurité, celui qui le suit. C'était le pédiatre qui l'avait en réa et en néonat. Donc on se dit voilà que on va lui en toucher 2 mots, mais ça va nous rassurer. Le lendemain, nous voilà partis à Limoges. On arrive donc à l'hôpital mère-enfant. On rencontre donc son pédiatre habituel, son pédiatre de suivi. Et là, c'est une nouvelle claque. Parce que quand on lui parle des propos qu'on a eus l'avant-veille, lui, en fait, nous rassure tout de suite en nous disant que non, cette hypotonie ne l'inquiète pas, qu'elle est normale chez certains prémas, même chez certains bébés nés à terme, qu'il faut lui laisser le temps, c'est tout. Cependant, là, il nous regarde et il nous dit « Je vais faire un courrier pour faire un dépistage autistique. » Et mon mari qui est à côté de moi, sur le moment, en fait, ne comprend pas. Moi, je comprends tout de suite dépistage autistique, donc potentiellement de l'autisme. Oui. Donc là, je comprends pas. Je lui demande... je dis non, Soen, il est pas autiste, Soen, il est hyper avenant, c'est un bébé qui sourit tout le temps, qui rigole dès qu'il le peut. Pour moi, il a rien d'un autiste. Après, il y a différents autismes, donc... C'est ça, mais à ce moment-là, pour moi, l'autisme, ça peut paraître méchant à dire, mais c'est vraiment de l'ignorance à ce moment-là. C'est pour moi l'autisme, c'est les enfants qu'on voit assis à se balancer, à tourner sur eux-mêmes, à faire des crises, voilà, qui parlent pas, qui sont dans leur monde. Et pour moi, Soen, il rentre pas en fait dans ce schéma-là. Et le médecin nous explique qu'il existe, différentes autismes, et que pour lui, Soen serait un autiste de haut degré. Donc, c'est-à-dire avec des signes autistiques plus modérés sur certains aspects, mais ça reste un TSA, un trouble du spectre autistique. Là, donc, on ressort de là, et puis j'appelle ma belle-mère, ma maman, je leur dis Soen, il est autiste d'après le médecin.
Et les retours qu'on en a sont comme nous. Non, mais n'importe quoi. Enfin, change de pédiatre. Ils ont tous décidé de se liguer contre Soen. Et je dis oui. Alors là, le problème, c'est plus le côté moteur, c'est le côté comportement. Je dis non, mais n'importe quoi. Je dis de toute façon, demain, il voit son pédiatre référent. On lui en reparlera parce que je dis 2 médecins, 2 diagnostics. Je dis j'attends le 3e. Je dis si ça se trouve, il va nous sortir encore autre chose. Puis le lendemain, donc on arrive avec donc son autre pédiatre et effectivement, en fait, on a encore un diagnostic qui tombe. Il nous dit que pour lui, il n'y a pas d'autisme chez Soen parce que à ce moment-là, Soen réagit énormément. Donc il nous dit non, c'est qu'il voit tellement de blouses blanches qu'à force, il peut plus les voir. Donc pour nous, ça paraît cohérent parce que avec tout ce qu'il a déjà subi, on se dit effectivement au bout d'un moment, nous aussi, des fois les médecins quand on les voit. Mais justement, ça faisait partie de mes questions suivantes. Mais ouais, et donc du coup, quel est son diagnostic au médecin référent? Son diagnostic est le même que le premier finalement. Ah, ok. Il nous dit qu'il y a un gros souci moteur. Alors à ce moment-là, il nous parle de retard moteur au niveau des parties inférieures, avec une hypotonie très marquée. Donc là, Soen va avoir bientôt 15 mois. Par exemple, elle ne tient pas assis. Ouais. Il faut qu'on le tienne assis. Donc il nous dit qu'il n'arrive pas à maintenir sa colonne droite, il n'arrive pas à avoir un bon port de tête. Donc, il nous oriente en urgence vers le CAMS pour faire de la kiné. Le CAMS, excuse-moi. Alors, c'est le Centre d'aide médico-sociale psychologique. Ok. Donc, c'est un centre référent, notamment en autisme. Voilà, c'est l'ADPEI. Et en fait, ils prennent en charge les enfants qui ont des problèmes moteurs, psychologiques, plein d'enfants de 0 à 6 ans. À part que nous, en Charente, il n'y a qu'un seul CAMS. Il y a une antenne, mais qui est reliée au CAMS principal. Les places sont limitées, donc en théorie, c'est sur liste d'attente. Nous, il fait un courrier bien cinglant, un peu, en expliquant que la situation est vraiment urgente. Parce que là, on n'est plus dans le cadre de la prématurité, selon lui. Ça dépasse un petit peu ce schéma-là. Donc, pour qu'on puisse revenir sur le schéma classique, il lui faut une aide supplémentaire. Donc, il nous fait une ordonnance pour 3 séances de kiné par semaine. Ok. Quand finalement, on arrive à prendre contact avec le CAMS, donc on a une évaluation avec le médecin du CAMS, qui, elle, pour le coup, minimise beaucoup les choses en nous disant que non, que Soen, c'est un enfant typique de la prématurité, qu'il n'y a pas à s'affoler plus que ça, qu'ils ont des enfants qui sont beaucoup plus atteints que lui, que là, c'est simplement un petit retard, mais pour elle, très léger, qui va très vite s'améliorer. Oui, donc c'est plutôt rassurant. C'est ça. Donc, elle nous explique que 3 séances par semaine, c'est vraiment trop, que ça sert à rien, qu'une séance sera largement suffisant. Donc là, déjà, on repart soulagé, parce qu'on se dit, c'est moins grave que tout ce qu'on nous dit ces derniers jours. Donc, il commencera le CAMS fin février 2020. Ok. Et il y a eu quelque chose à ce moment-là. Et il y a eu quelque chose. Que tout le monde sait. Une pandémie mondiale, apparemment. Je crois, oui. Et donc, on se retrouve dans la situation où Soen n'a fait pour l'heure que de 3 séances de kiné. Ah oui, depuis février. Enfin, du coup, depuis le début. Ouais. Depuis, il avait commencé le 22 février. Et on a été confinés aux alentours du 16 mars. Oui, c'était mi-mars, c'est ça. Donc, il n'avait fait que 3 séances, qui étaient des séances normalement de découverte entre lui et sa kiné. Donc, c'était des massages. Voilà, on n'a pas été vraiment dans la kinésithérapie pure.
On était vraiment dans créer un lien avec sa kiné. Donc, nous voilà confinés. Le CAM se ferme. Et puis, on se retrouve à la maison avec un bébé dont je ne sais pas trop comment m'occuper, du coup. Parce que je ne sais pas s'il faut le stimuler ou pas. S'il faut le stimuler, comment est-ce que je fais? Voilà, parce que je ne suis pas kiné. Hein. Donc, ça devient compliqué. Finalement, mi-avril, on est contacté par la kiné du CAMS qui nous explique qu'elle a mis au point, depuis quelques jours, des séances de kiné en visioconférence. D'accord. Donc là, je me dis, ok, bon, je ne vois pas trop comment on va pouvoir réussir à faire la kiné en vidéo. Mais on tente quand même. Hein. Jusque-là, on n'avait rien du tout. Donc, elle nous envoyait de temps en temps des mails en nous disant quoi travailler. Mais entre 2 lignes sur un mail et la réalité du terrain, c'est pas la même. Donc, voilà, on commence en visio à faire cela. Ça se passe relativement bien, on va dire, mais ça reste très modéré. Parce que ça n'a rien à voir, en fait. Oui, parce que c'est pas une personne étrangère qui l'aide à faire ça. Déjà, je pense que ça change la donne. C'est ça. Là, c'était sa maman ou son papa. Donc, Voilà, mais pour nous, ça reste compliqué. Bah oui. Parce qu'en fait, elle est derrière son écran avec un poupon. À nous dire, mettez-le dans cette position, bougez de sa jambe comme ça. Et nous, on essaie tant bien que mal avec notre poupon qui nous bouge à essayer de faire les positions. Il n'est pas toujours très coopératif, donc souvent les séances se terminent bien plus tôt que prévu. Au CAMS, il est sur des séances normalement de 45 minutes. Là, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on coupe parce que c'est plus gérable. Il se met à hurler, il veut plus qu'on le touche. Ouais. Donc c'est compliqué. On a hâte de pouvoir revenir en présentiel, nous aussi. Mais du coup, il y en a eu depuis ? Oui. Oui, tu me rassures. Uniquement pour ce confinement-là qu'ils ont fermé le CAMS. Ok. Pour les autres confinements, ils l'ont gardé ouvert. Ils nous faisaient des attestations de déplacement pour motif médical. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a énormément d'enfants en fait qui n'ont pas pu progresser, qui même des fois ont régressé à cause de cette fermeture du CAMS. Donc, on arrive à reprendre le CAMS. Et là, grande première pour nous au mois de mai, le premier 4 pattes. Ouh. Il se lance. Donc là, c'est pareil, grande fierté, on est super contents. Et là, il a quel âge ? Là, ça va lui faire 18 mois. 18 mois, ok. Donc là, on est super contents. On se dit, ça y est, le 4 pattes. Au mois de juin, il arrive à tenir debout sur ses jambes en se tenant à des meubles. Voilà, mais là, c'est pareil, c'est l'explosion de fierté. Hein. On le prend en photo, on l'envoie à tout le monde. On est content. Parce que voilà, on se dit ça y est, il rattrape sur la prématurité, il va reprendre le schéma classique. On se dit voilà, à 3 ans, en fait les médecins ont raison, ça se verra plus du tout quand il va rentrer à l'école. Et puis ce qui se passe, c'est qu'on voit le médecin du CAMS au mois de juin, donc qui nous dit que tout se passe très très bien, qu'il n'y a aucun souci avec Soen, qu'il est en constant progrès, que c'est merveilleux, enfin le tableau le plus idyllique qu'on puisse avoir. Hein. Je lui parle par contre du fait que à 18 mois, Soen ne babille toujours pas. Il n'y a pas un son qui sort, il n'y a rien. Ouais. Il pleure de temps en temps, et voilà. Donc elle nous dit on va faire un petit point orthophoniste, et puis on verra. On rencontre l'orthophoniste au mois de juillet qui nous dit que il y a rien, qu'il est encore trop petit, qu'il faut lui laisser le temps. Elle, ce qui la dérange, c'est le fait qu'il bave. Mais pour nous, en fait, le bavage est plus logique que le fait de ne pas babiller. Donc, on n'en tient pas trop compte. Et puis voilà, on en reste là. Le CAM se ferme pour l'été. Ils ont leur congé. Donc, on se donne rendez-vous au mois de septembre pour la rentrée. La rentrée se passe, il voit donc sa kiné. Les séances se passent bien. Et puis, un week-end, on va chez les beaux-parents. Là, en fait, j'ai l'impression de me prendre une claque.
parce que l'un des enfants avec lesquels il joue est également un petit prémat qui est né lui au mois de février, donc après Sohen, donc qui est plus jeune que Sohen. Et là, le souci, c'est que Sohen a 21 mois, lui en a 19, et ce petit garçon mange avec des couverts, fait de la draisienne. Et là, je me rends compte qu'en fait, moi, Sohen, à part des biberons, il est incapable de manger. C'est même pas la peine d'essayer de le mettre sur une draisienne parce que il ne tient pas debout s'il n'a pas d'appui fixe. Là, je me rends compte en fait du décalage et que malgré la prématurité, en fait, Sohen ne devrait pas en être là. Il devrait être beaucoup plus loin. Après, la draisienne, c'est juste un pas. Mais la draisienne, normalement, c'est à partir de 24 mois, je crois. À partir de. Donc là, du coup, il était en avance, le petit garçon. Il était très en avance pour un prémat. Mais Sohen, allait avoir ses 22 mois et il était plus en âge de pouvoir en faire que l'autre petit garçon. Et là, c'était pas le cas du tout. Donc, j'ai eu l'impression, en fait, qu'il y avait vraiment un fossé, en fait, qui se creusait entre eux. J'ai cogité, en fait, tout le week-end. J'ai fait que penser à ça. Et dès le lundi matin, j'ai appelé, en fait, le CAMS pour demander un rendez-vous d'urgence avec le médecin. Parce que j'ai senti qu'il y avait un problème. Cette claque que j'ai reçue en comparant mon fils, je me suis dit, non, là, il y a quelque chose qui va pas. Il faut qu'on en parle. La seule réponse que j'ai eue du médecin du CAMS, c'est qu'on se verrait au mois de décembre. Ah oui, d'accord. Donc là, je l'ai pas accepté et en débauchant, en fait, je suis allée directement au CAMS et j'ai demandé à la voir. J'ai réussi à la voir et je lui ai expliqué en fait ce qui s'était passé durant le week-end. Et là, elle a commencé à me dire non, mais il faut pas comparer les enfants. J'ai dit oui. J'en suis consciente, je ne le fais pas depuis le début, mais là, en fait, c'est un gouffre qui commence à s'ouvrir entre Sohen et les enfants de son âge. Alors qu'on nous avait dit que vers 2-3 ans, en fait, tout devrait être effacé. Mais là, c'est pas le cas du tout. Et là, en fait, elle m'a simplement regardée en me disant, mais Sohen est handicapé, il ne sera jamais comme les autres. Ah oui, alors qu'avant, à part le tout premier médecin qui avait dit ça, de manière très brutale, c'est ça. C'était pas revenu sur le tapis, et là, de nouveau, il y a le mot handicap qui ressort, quoi. C'est ça. Là, on nous balance ça comme un seau d'eau froide. Et là, je suis dit, pardon. Mais en fait, ils en ont été tous conscients, mais sans vous l'avoir dit. C'est ça, personne ne nous le disait. Non mais c'est hallucinant quand même. Donc là, je lui demande en fait ce qu'elle attendait pour nous le dire, puisqu'au mois de juin, quand on l'avait vu, on avait eu un rapport idyllique. Et là, absolument pas. Et elle nous explique qu'en fait, ça se voit chez Sohen qu'il est handicapé, qu'il n'est pas comme les autres. Et qu'elle avait l'intention de nous en parler quand on allait se voir au mois de décembre. Là, je lui demande en fait pourquoi attendre le mois de décembre ? Pourquoi ne pas mettre des choses en place le plus rapidement possible ? Et là, la réponse que j'ai, c'est on n'est pas à 2-3 mois près. Je lui dis peut-être que si, en fait, on ne sait pas. Je dis ça peut peut-être tout changer. À l'âge qu'il a, 2 mois, c'est énorme. Ah oui. Donc, se met en place une semaine d'urgence pour Sohen, où là, je remue ciel et terre. Et en l'espace d'une semaine, je rencontre sa kiné, on échange. Elle me dit qu'effectivement, pour elle, Sohen ne pourra jamais marcher. Donc là, nouvelle claque. Jamais. Ah oui, d'accord. Ah oui, pour elle, au vu de ce qu'elle voit, en fait, Sohen ne pourra jamais marcher seule. Donc il se retrouve appareillé avec un déambulateur postural. Donc c'est un espèce de gros appareil métallique qui l'entoure avec une ceinture qui lui tient la taille pour pouvoir le tenir debout. Et il marche avec ça. On rencontre l'orthophoniste à nouveau qui nous dit « Oula, mais Sohen ne parlera jamais ». Donc les la nouvelles nouvelle qui claque. s'enchaînent. Ouais. Et on rencontre la psychomotricienne qui lui fait un bilan et qui nous dit en fait, Sohen a un âge psychomoteur évalué à 9 mois, alors qu'il va avoir 2 ans. Tout ça nous amène à rencontrer un médecin de rééducation qui l'évalue et qui nous dit que Sohen a une héminégligence à gauche. Donc en fait, tout le côté gauche de son corps ne répond pas aussi bien que le côté droit. Voilà, elle l'appareille également
avec des attelles releveuses parce qu'en fait, il n'arrive pas à relever son pied quand il marche. Elle pense l'appareiller au niveau de la main parce que il a des difficultés au niveau de la main. Voilà, il y a beaucoup de choses. On a d'un seul coup une neuropédiatre qui rentre dans la boucle. Énormément de choses en très peu de temps. On nous parle d'ALD, donc on lui fait un dossier au niveau de la CPAM parce que il entre en handicap, donc prise en charge à 100%. Donc là, officiellement, auprès ça. de la sécurité sociale et tout, quoi. Okay. C'est ça. Et puis on nous fait là compléter les premiers dossiers de la MDPH, donc la maison du handicap, pour qu'il ait le droit à différentes aides, notamment. C'est ce qui lui délivrera quelque temps plus tard la carte mobilité. Donc là, quand on reçoit la carte handicapée pour pouvoir se garer sur les places handicapées, on se rend compte que c'est du concret, que c'est vraiment... Voilà, ce petit macaron bleu, en fait, a une signification énorme. Et donc, arrive le mois de janvier. Donc, on a fêté les 2 ans et le Noël avec un goût un peu amer, sans savoir ce qui allait arriver. Toute la famille était complètement démunie en nous disant « Mais c'est pas possible, il va bien !» Puis, je me suis rendu compte à ce moment-là, en fait, que j'étais la seule personne à voir les choses comme elles étaient. Parce que tout le monde était vraiment dans le déni. Ma belle-mère, à ce moment-là, m'a même sorti « C'est toi qui le rends malade », à chercher des explications qui n'existent pas. Tu lui fais voir des médecins qu'il n'a pas besoin de voir. C'est toi qui lui cherches quelque chose qui le rend malade. Donc, je savais pas, en fait, si j'étais une bonne ou une mauvaise mère. Je savais pas. Je culpabilisais de pas m'en être rendu compte plus tôt. Et j'en voulais aussi tout mon entourage de se baigner d'illusions, d'être dans ce déni-là. Ça a été une période très compliquée. Ah bah oui. Voilà, où il a fallu accepter et puis le faire accepter aux autres aussi. Il y a quand même des diagnostics de plusieurs médecins derrière, donc c'est pas toi qui t'inventes des choses. Enfin. Voilà, c'est ce que j'avançais comme argument, mais bon. Le déni, c'est le déni, hein. C'est ça. On peut rien y faire. Enfin non, c'est compliqué. Et donc on arrive au 4 janvier, donc 2021, et on rencontre la neuropédiatre. Et là, donc cette neuropédiatre, je rentre donc dans un univers que je ne connais absolument pas, donc celui du handicap. Là, elle nous explique en fait qu'elle va évaluer Sohaine sur différents points. Voilà, la séance se passe un peu sans moi parce que je sais pas trop comment réagir, je sais pas comment aborder les choses, je sais même pas en fait où est ma place dedans. Je réponds à des questions de manière presque automatique. On me pose des questions sur son sommeil, sur son absence de langage, sur plein de choses. Donc j'explique qu'on est en train de mettre en place le Makaton. Donc c'est une forme de langue des signes simplifiée. Voilà, qu'au niveau de l'oralité, c'est très compliqué pour lui de s'alimenter comme nous. Et voilà, il y a plein de choses. Il en ressort à la fin de ce rendez-vous qu'elle nous explique qu'il y a différentes possibilités. Elle pense à une paralysie cérébrale qui aurait pu être entraînée due à la naissance prématurée, mais que ça lui semble peu probable étant donné que les échos transfontanels étaient normales. Okay. Mais elle lui prescrit quand même une IRM pour vérifier s'il n'y a pas de lésion ou autre. Elle pense que ça peut venir d'un AVC, qu'il y aurait eu in utero. Ah, je savais pas que c'était possible, in utero. Voilà. Moi non plus. Ouais. Elle nous explique que ça peut venir d'une asphyxie du perpartum, donc au moment de l'accouchement, étant donné qu'il ne respirait plus à la naissance, que l'asphyxie aurait pu provoquer des manques au niveau cérébral. Voilà, on en revient même au décollement qu'il y a eu en tout début de grossesse, qui aurait pu couper certaines liaisons avec le placenta futur et qu'il n'aurait peut-être pas été oxygéné de la bonne façon durant toute la grossesse. Donc on remonte vraiment très très loin dans les antécédents. Elle reprend même les antécédents des grossesses précédentes. Et elle finit par conclure qu'après, si tout ça revient normal,
Donc l'IRM, elle a prescrit un EEG, plusieurs bilans sanguins. Elle pense qu'après, il peut y avoir une origine génétique. Ok. Donc on va rencontrer des généticiens. Donc les généticiens qu'on avait déjà rencontrés après le décès d'Eden. Et là, cette fois, dans le cadre du handicap de Sohen. On va avancer comme ça, en passant plus de temps à l'hôpital qu'à la maison, entre toutes les séances au CAMS, parce que maintenant il a de l'orthophonie, il a de la psychomotricité, il a toujours de la kiné. On rencontre des pédiatres, des infirmières, enfin voilà, plein de monde. Moi, à ce moment-là, je travaillais 2 jours. Je posais ce qu'on appelle les AJPP, les journées d'absence parentale, de présence parentale. Ouais, c'est ce que j'allais te demander par rapport à votre travail à tous les deux. Enfin, ça devait être excessivement compliqué, quoi. C'était très, très compliqué. J'ai été en arrêt de travail pour dépression parce que je me suis fait insulter par des collègues parce que j'étais pas là, parce que j'étais trop absente. On m'a reproché, en fait, d'occuper un poste pour rien. Donc, il y avait ce côté-là qu'il fallait gérer entre l'incompréhension de certains collègues et la vie personnelle de l'autre côté que j'essayais de gérer tant bien que mal aussi, en tenant le cap, en essayant d'être le rock et le soutien de Sohen. Et vous étiez suivi psychologiquement, du coup ? Non. Non ? Vous ne vouliez pas on n'a peut-être ? jamais vu de psychologue dans ce cadre-là. J'en ressentais pas vraiment le besoin. J'avais besoin d'être vraiment avec Sohen, d'être avec lui. J'estimais en fait que j'avais pas de temps à perdre à être ailleurs, à être dispersée, à penser à moi, à penser... Voilà, là je me centrais vraiment sur Sohen. Les choses ont progressé petit à petit. L'IRM est revenu normal. Le premier EEG ne l'était pas. Il montrait des artefacts, donc on nous a dit qu'une partie de son cerveau était probablement morte, mais que ça pouvait venir aussi simplement du fait qu'il ait bougé durant l'examen, donc on en a demandé un autre, qui lui était revenu normal. Donc ça nous a rassurés. Et en même temps, du coup, ça nous laissait toujours sans réponse. Voilà, quand on nous demandait, on disait il est handicapé, mais de quoi ? Oui, c'est ça. C'est la question que je me pose depuis tout à l'heure, mais c'est quel est son handicap ? Quel est le nom de son handicap ? Mais du coup, aujourd'hui, vous savez toujours pas ? Aujourd'hui, on le sait, depuis le 5 août. Ah, c'est mieux vaut tard que jamais, mais... C'est ça. À ce moment-là, voilà, on ne savait toujours pas. Au mois d'avril, les généticiens nous ont parlé du syndrome de Guillain-Barré, en nous disant que pour eux, ça pouvait être ça, qui collait sur pas mal de points. Donc, ils allaient faire des recherches plus ciblées dessus, parce que son karyotype était normal. Sauf que Guillain-Barré est revenu finalement négatif. Donc là, au mois de juin, quand j'ai appris que j'étais enceinte, les généticiens nous ont dit qu'ils allaient faire un CGH complet. Donc apparemment, c'est une analyse de chaque gène, de chaque chromosome, pour voir en fait où se trouvait le handicap. Et cet examen-là est revenu également négatif dans un premier temps. Donc ils ont fait un examen au xénome... J'ai plus le nom exact en tête. Et cet examen-là a révélé en fait qu'il y avait une mutation sur le gène ASXL3, sur le chromosome 18. Et donc là, on nous a parlé, donc on nous a convoqué le 5 août pour nous dire qu'on avait trouvé le handicap de Sohen et qu'il s'agissait donc du syndrome de Bennbridge-Roper. D'accord. Donc là, on a demandé de quoi il s'agissait. Oui, parce que ça parle pas à tout le monde. C'est ça. Et là, les généticiens nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas exactement nous dire de quoi il s'agissait, parce que c'était un syndrome extrêmement rare. Sohen est le 211e cas mondial enregistré. Ah oui, mais non, c'est vraiment rare. Oui. Ils ont recherché chez le papa et chez moi, on est indemne. Donc c'est apparu de novo chez Sohen, c'est-à-dire que c'est arrivé spontanément chez lui. Donc vous n'y êtes pour rien, entre guillemets. C'est ça, c'est déjà une bonne... la loterie de la nature. Voilà, c'est ça. Tous les symptômes qu'il peut y avoir de référencés jusqu'à aujourd'hui
il y a les troubles autistiques qui, finalement, après plusieurs avis de médecins différents, sont bien présents chez Sohaine. Voilà, il a un autisme lié à ce syndrome-là. Des troubles donc du développement moteur et psychomoteur, des absences de communication verbale. Il y a de l'épilepsie, il peut y avoir de la schizophrénie, des troubles de la bipolarité. Voilà, vraiment beaucoup de choses. Mais ça peut ne pas arriver aussi. Ça peut ne pas arriver. Nous, à l'heure actuelle, Sohaine ne présente que le TSA avec les difficultés moteurs et psychomoteurs et les difficultés verbales, puisqu'il arrive quand même à exprimer des mots. Il n'a pas une absence totale. Il arrive à parler, il dit maman, papa, il dit le chat, viens, merci, au revoir, bonjour. Il arrive à se faire comprendre, quoi. Il arrive à se faire comprendre et les mots qu'il n'arrive pas à prononcer, il les signe. Ah, c'est bien ça. Finalement, les 3 médecins avaient raison. C'est ça. Je conclus. Ils avaient raison sur le moteur, ils avaient raison pour l'autisme. Et en fait, ils se complétaient entre eux sans vraiment le savoir. Ouais. Et donc aujourd'hui, Sohaine n'est pas scolarisé et ne le sera pas l'année prochaine non plus. Ça, par rapport à la scolarité, on ne sait toujours pas en fait ce qu'il va Il était censé rentrer à la maternelle, là ? Il était censé rentrer en maternelle au mois de septembre. Au mois de septembre 2021, du coup. C'est ça. Du coup, ça n'a pas été possible. On a revu la neuropédiatre qui a donné un avis défavorable également pour une rentrée en 2022. On nous parle d'IME, donc d'établissements spécialisés. Donc c'est institut médico-éducatif. À part que Sohaine n'est pas en âge encore d'y aller. Donc pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se dérouler sur ce plan-là. Pour l'instant, il voit donc une kiné, l'ergothérapeute, il voit la psychomotricienne et l'orthophoniste chaque semaine. Et on avance comme ça au fil des progrès. Ouais, c'est bien. Ça. Je sens de la positivité dans tout ça. Et du coup, comment est-ce que vous arrivez, ou peut-être que vous n'essayez de pas voir, mais est-ce que vous arrivez à voir son avenir à lui et à vous, du coup, aussi en parallèle par rapport à son handicap? J'ai essayé longtemps de me projeter en me disant oui, il fera ça, il fera ça, il fera ça. Quand vraiment le syndrome est arrivé, qu'il a été enregistré comme tel, on a pu être mis en relation avec des médecins qui sont spécialistes dans ce syndrome-là, être mis en lien avec des familles qui le vivent aussi avec d'autres enfants. Et en fait, à ce moment-là, on a arrêté de voir dans l'avenir parce que y a certains enfants qui se suicident à 14 ans, il y en a qui à 10 ans sont placés dans des instituts. Enfin voilà, on n'a pas du coup envie de trop se projeter non plus. On vit au jour le jour. Voilà, on profite de lui tant qu'il est là, tant qu'il est à la maison, tant qu'il est bien. Par rapport à la marche, il arrive à marcher aujourd'hui tout seul, sans déambulateur, sans rien. C'est pas une marche qui est très fluide, il tombe souvent. Il essaie pas de courir, naturellement. On avance en fait comme lui, au jour le jour. Mais c'est déjà une grande victoire qu'il arrive à marcher alors que le médecin avait dit, l'un des médecins avait dit que non, quoi. Tout comme la parole. C'est ça. C'est pour ça qu'on voit un peu qu'on voit au jour le jour parce que finalement on se rend compte que les médecins ne peuvent pas être catégoriques sur ce qu'ils nous disent. Et à côté de ça, on ne peut pas prévoir en fait ses progrès parce qu'on ne connaît pas ses capacités à l'avance. Donc voilà. Je vois les chats qui jouent derrière. Je voulais savoir aussi si vous aviez des conseils à donner à des personnes qui auraient vécu ou qui sont en train de vivre les mêmes choses que vous, ou quasi qui ressemblent un peu parce que chaque handicap est différent. Donc Par rapport aux conseils, sur déjà l'avant-diagnostic, c'est de ne pas lâcher. Parce que j'ai pu constater en fait que c'est à nous d'aller chercher les médecins, c'est à nous de se battre pour qu'il y ait des examens de fait. J'ai l'impression que si j'étais restée les bras croisés au mois de septembre, quand j'ai eu cette intuition, on serait peut-être toujours dans les recherches. Ouais. Il n'y aurait pas eu tout ça de mis en place.
plusieurs fois, je me suis vue au téléphone à relancer les professionnels, prendre des rendez-vous, à faire que ça. À un moment, ça paraît exténuant parce qu'on a l'impression de passer notre vie à ce moment-là, à faire reconnaître notre enfant. Mais c'est vraiment important après pour la suite. C'est garder confiance. Parce que effectivement, comme tu as pu le dire, voilà, chaque handicap est différent. C'est pas parce que Sohaine, par exemple, a été mis dans cette case-là du BRS que je me dis qu'il n'est pas capable. J'ai tendance, là, quand on me pose la question, à dire que mon fils n'est pas handicapé, il est porteur de handicap. Oui. Parce que ce n'est pas le handicap, en fait, qui le définit. C'est une particularité qu'il a. Comme certains sont blonds, ont les yeux bleus, lui, voilà, il a cette mutation. Mais ce n'est pas lui. Ça ne le caractérise pas, quoi. C'est ça. Il a sa personnalité à côté, il a ce qu'il aime pas, ses goûts, il a tout ça. Et il a également ses propres capacités à lui, que d'autres enfants qui ont le BRS n'auront malheureusement pas, ou d'autres les auront en plus développé. Certains enfants réussissent à marcher parfaitement. Donc voilà, je garde espoir là-dessus. Je me dis que la plus grande force de Sohaine, c'est lui-même. Voilà, faut continuer à épauler nos enfants et ne pas se fier à ce qui est écrit dans les bouquins. Ils peuvent nous surprendre. C'est vrai. Et j'ai une dernière question. Par rapport au handicap d'un enfant, comment ça peut bouleverser la vie d'un couple, des adultes en général d'ailleurs, parce que aussi toute la famille, leur relation entre elles. Alors nous, on a passé un moment avec mon époux où du coup, ça nous a séparés. On s'est séparés à un moment parce qu'en fait, c'était pas gérable. Mon mari était dans le déni le plus total. Ok. À tel point où quand on lui posait des questions sur Sohaine, par exemple, il ne répondait même pas. Il avait honte de ça. Quand on allait faire les courses, par exemple, il ne voulait pas que Sohaine vienne, ou alors fallait que j'aille les faire toute seule avec Sohaine parce qu'il voulait pas que ses collègues puissent, le voir. Oui, l'aperçoivent. Voilà. Et alors que moi, j'étais vraiment dans l'optique où, oui, il a un handicap et alors, je vais pas l'enfermer à la maison, il a le droit de vivre et puis si ça plaît pas aux autres, je m'en fiche. C'est pas à Sohaine de s'adapter au monde. Faut que le monde aussi lui fasse une place et l'accepte. Puis voilà. Donc on s'est vraiment retrouvés un moment en friction par rapport à ça parce que c'était pareil à la maison. Il y a certaines choses que Sohaine n'était pas capable de faire et mon mari lui rouspétait après en lui disant mais t'es bête, fais-le. Puis je lui disais mais il ne peut pas. Il faut que tu acceptes toi aussi qu'il y ait certaines choses qu'il ne puisse pas faire. Et donc, à un moment, voilà, ça a clashé et on s'est séparés. J'étais le parent aidant de Sohaine, donc j'étais tout le temps avec lui. Mon mari le voyait un peu moins. Il le voyait quelques heures dans la journée. Donc, voilà, il y a eu ce gouffre. Et finalement, quand on nous a annoncé vraiment le handicap de Sohaine, qu'on a vraiment posé les mots, le syndrome, que les choses se sont vraiment mises en place, on a réussi à se retrouver avec mon époux, à beaucoup discuter, à en parler. Je lui ai dit en fait qu'il avait un choix à faire, que soit il assumait son rôle de mari, son rôle de père, et il acceptait que Sohaine ne soit pas l'image qu'on s'était fait de cet enfant quand on l'attendait. Et puis finalement, il a accepté d'apprendre à connaître Sohaine. Et aujourd'hui, il ne regrette plus rien en fait. C'est ce qui me dit que Sohaine l'a fait grandir quelque part, lui a fait accepter certaines choses. On s'est séparés quelque part à cause de Sohaine et on s'est retrouvés aussi grâce à lui. C'est beau. Je n'ai plus de questions. Donc si tu as des choses à rajouter que je n'ai pas pensé, n'hésite pas. J'ai eu une amniosynthèse du coup pour cette grossesse-là, pour éliminer le risque. Ça a été une peur qu'on a eue quelque part aussi. J'étais prête à accueillir un autre enfant handicapé, mais par exemple, voilà, mon mari se voyait pas avec deux enfants handicapés.
les généticiens avaient beau nous dire que c'était extrêmement rare, ils nous ont dit que par précaution, quand même, on le ferait. La myosynthèse est revenue négative et c'est vrai que ça m'a soulagée plus que ce que je pensais. Donc, il faut se dire voilà, qu'il y a des choses de mise en place aujourd'hui. La science a évolué, heureusement. La science et la médecine a beaucoup évolué. Il faut garder espoir toujours. Eh bien, super. Merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère qu'il va aider beaucoup de gens, plus de gens possible en tout cas, dans leur vie avec un enfant handicapé, à les accueillir au mieux. Merci beaucoup et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'en suis vraiment désolée. Ce fut une conversation bien dynamique pour ma part. Qu'en pensez-vous ? Aujourd'hui, Maëva continue son combat pour son fils et espère qu'il pourra bientôt entrer dans une école spécialisée. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet @sans-tabou-podcast.com, sur Instagram @sans-tabou-, ou bien par mail sans-tabou.podcast@gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou.